Vos actions vous rendent-elles heureux? Elles le devraient toutes, au moins à long terme, puisque le bonheur est notre objectif prioritaire. Pourtant, de nombreuses personnes se rendent continuellement malheureuses en agissant contre leur bonheur, et il serait bon de ne pas en faire partie. Bref, on va en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. Dans le cadre de notre recherche du bonheur, nous nous fixons divers objectifs, vers lesquels nous progressons au moyen de nos décisions et de nos actions. Or, nous voulons prendre des décisions éclairées, agir avec la conviction que nos actions nous rapprochent de nos objectifs, et nous assurer de leur pertinence. Le bonheur n'a aucune raison de nous tomber dessus comme ça. Il faut aller le chercher. Notre capacité à agir est limitée par le temps et par l'énergie dont nous disposons. Il vaut donc mieux ne nous consacrer qu'à des actions qui favorisent notre bonheur. Pour ça, il faut d'abord les identifier, puis les planifier et enfin les exécuter. Mais avant de proposer comment, je vais d'abord préciser ce que j'appelle une action. Une action est un effort qui nous emmène d'une situation initiale à une situation finale. Elle peut être motivée soit par notre volonté de quitter une situation initiale, soit par notre volonté d'atteindre une situation finale, ou les deux à la fois. Malgré nos efforts, notre action peut échouer, c'est-à-dire qu'elle n'aboutit pas au changement de situation espéré. Elle peut aussi dévier, c'est-à-dire qu'elle nous emmène à une situation finale différente de celle que nous envisagions, différente en bien ou en mal. Pour qu'une action serve nos intérêts, elle doit satisfaire 4 critères. Elle doit d'abord être pertinente. Les conséquences du changement de situation visé doivent être souhaitables. Ça, mine de rien, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Sous l'influence de nos émotions, de nos biais subjectifs ou simplement de notre méconnaissance, il nous arrive souvent de désirer à tort ce qui nous est néfaste. Ne serait-ce que lorsqu'on est tenté de se gaver de spéculoos et de pâte à tartiner chocolat noisette, alors qu'on veut faire attention à sa ligne. Un spéculoos, un petit peu de pâte à tartiner, bon, un petit peu plus, là c'était léger, un autre spéculoos. Si ça dégouline pas sur les côtés quand vous croquez, c'est que vous avez pas mis assez de pâte à tartiner. Pour vous donner un exemple personnel un peu plus conséquent, à une époque de ma vie, j'étais convaincu que je voulais vivre à New York. Je me suis débrouillé pour y finir mes études pendant 6 mois, le temps de trouver un employeur qui sponsoriserait mon visa. Et j'ai réussi, j'ai eu une super offre d'emploi en plein Manhattan, que j'ai refusée. J'ai adoré et j'adore toujours New York. Mais pour tout un tas de raisons qui me sont très personnelles, j'ai finalement réalisé que vivre à Paris me correspondait mieux. M'installer à New York était un objectif qui aurait nui à mon bonheur si je m'étais entêté à l'atteindre. Pour éviter de nous fixer de tels objectifs, je vous renvoie à l'ensemble des recommandations que j'ai formulées tout au long des épisodes 2 à 7 sur l'exercice de notre jugement. Notre action doit être réalisable, le résultat espéré doit être atteignable, sans déviation. On peut passer autant d'heures qu'on veut à essayer de faire bouger les objets par la seule force de notre pensée, on n'y arrivera pas. L'humain n'est physiquement pas capable de ça, à moins de tricher bien sûr. Donc, autant employer notre temps autrement. Notre action doit être efficace, elle ne doit pas représenter un gaspillage de temps et de ressources par rapport à d'autres actions possibles pour le même résultat. Imaginons que vous devez repeindre les murs de votre salon. Si vous y allez au pinceau de 5 cm et au tube de gouache, vous y serez encore à Noël et vous vous ruinerez en tube. Vous préférerez utiliser un gros rouleau et plusieurs seaux de la couleur désirée. Et enfin, notre action doit être raisonnablement risquée, les risques qu'elle implique doivent être identifiés et jugés acceptables par rapport aux résultats espérés. Si vous voulez multiplier par 2 vos économies, il y a une solution très simple qui consiste à vider votre compte en banque, jouer à la roulette et tout miser sur le rouge. Il y a 18 numéros rouges sur 37 avec le 0, vous avez donc 48,6% de chance que ça fonctionne, contre 51,4% de chance de tout perdre. Si ça marche, vous pourrez sans doute vivre plus confortablement. Mais si ça marche pas, vous perdrez votre sécurité financière et risquerez alors la ruine au moindre imprévu, avec ses conséquences potentiellement dramatiques. Après c'est à vous de voir, mais personnellement, je passe mon tour. Nous devons prendre le réflexe d'évaluer toutes nos actions suivant les 4 critères que je viens de lister. Et quand je dis toutes nos actions, c'est autant celles que nous envisageons de faire
que celles que nous faisons déjà et que nous répétons par habitude. Par exemple, chaque matin où on se lève pour aller travailler, nous devrions réaffirmer notre décision de le faire et les raisons pour lesquelles nous y allons, malgré les inconvénients que ça représente. Si un jour on réalise que ce choix n'est plus justifié, quelle qu'en soit l'explication, alors nous devons réagir. On peut essayer d'améliorer nos conditions de travail, ou carrément de changer d'emploi. Si au lieu de ça, on s'impose notre souffrance sans raison valable et sans user des moyens à notre disposition pour l'atténuer, alors nous nous punissons nous-mêmes par notre inaction. Je propose de rassembler la totalité des actions que nous voulons mener dans la vie et de les organiser en un plan d'action que j'appelle une stratégie de vie. Alors, dit comme ça a l'air fastidieux, mais on va y aller étape par étape. Étape 1, lister l'ensemble des situations initiales que nous voulons changer, et l'ensemble des situations finales auxquelles nous souhaitons aboutir. Pour les situations initiales, c'est facile, il suffit de lister tout ce qui vous gonfle dans la vie et que vous voudriez changer. Cet exercice est d'ailleurs en lui-même un très bon exutoire. Prenez le temps de brainstormer longtemps, je vous recommande d'ailleurs de faire un mind map pour structurer votre réflexion. Soyez parfaitement honnête avec vous-même. Si vos enfants vous gonflent, vos enfants vous gonflent. Ne vous censurez pas par attachement au politiquement correct. Pour les situations finales, même principe, sauf que cette fois c'est la liste au Père Noël. Vous listez tout ce que vous désirez sans vous préoccuper de ce qui est réalisable ou non. Il est probable que la majorité des situations finales répondent directement aux situations initiales que vous aviez déjà listées, ce qui n'est pas un problème en soi. Vous pourrez aussi trouver des aspirations qui n'en dépendent pas, comme le souhait d'apprendre une nouvelle langue étrangère par exemple. Dans les deux cas, soyez aussi exhaustif que possible. N'hésitez pas à lister même des sujets en apparence très mineurs, comme par exemple le mauvais temps si ça impacte votre humeur. Pour la suite, je ne représente que 2 douzaines de situations à l'écran pour simplifier, mais il peut y en avoir plus d'une centaine. Étape 2, identifiez les actions nécessaires pour changer les situations initiales listées et pour atteindre les situations finales désirées. Dans certains cas, ces actions sont relativement évidentes. Par exemple, si je veux devenir bon en course à pied, je dois, entre autres, m'entraîner régulièrement. D'autres actions peuvent nécessiter un effort de recherche plus ou moins long. Si je veux lancer ma propre marque de vêtements, je dois me renseigner sur le fonctionnement de l'industrie textile, faire une étude de marché, apprendre les réglementations en vigueur, etc. avant de déterminer le meilleur moyen d'y parvenir. Dans ces cas-là, la recherche elle-même est l'action que je dois mener. Cette action sera suivie d'autres actions pour l'instant inconnues, qu'on ajoutera au plan une fois identifiées. La plupart du temps, une action seule ne mène pas au résultat espéré. Il faut en mener plusieurs, en série ou en parallèle, ce qui peut représenter des initiatives à long terme pour atteindre un résultat espéré. Pour reprendre mon exemple de la course à pied, outre l'entraînement qu'il faudra répéter, je dois aussi acquérir du bon matériel si j'en ai pas déjà, ajuster mon alimentation, etc. A l'inverse, une action donnée peut à elle seule changer plusieurs situations initiales ou aboutir à plusieurs situations finales. Par exemple, prendre part à une activité associative peut répondre à votre souhait de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles compétences, de vous surpasser, de contribuer à la société, etc. Étape 3, évaluer les actions listées et ne retenir que celles qui satisfont les critères que nous avons précédemment évoqués, de pertinence, de faisabilité, d'efficacité et de risque. Au cours de cette étape, il se peut qu'on conclue que certaines de nos aspirations sont infaisables ou déraisonnables, dans le sens où elles prendraient trop de notre temps ou trop de nos ressources par rapport à d'autres actions que nous préférons mener. Au moins, dans ces cas-là, on peut accepter cet état de fait et passer à autre chose, plutôt que de rester frustré dans la contemplation d'un désir impossible. Par exemple, j'aimerais beaucoup aller dans l'espace. Mais devenir astronaute en partant de zéro, déjà à mon âge et dans les circonstances actuelles, serait très difficile, voire impossible. Acquérir les aptitudes scientifiques, physiques et psychologiques nécessaires me demanderait d'y sacrifier toutes mes autres aspirations pour une garantie de résultat infime. D'où mon choix de ne pas poursuivre cette aspiration. Peut-être en revanche que cette impossibilité sera levée plus tard, si de futures solutions commerciales abordables permettent aux civils de voyager dans l'espace. Il faut donc pas non plus oublier nos rêves, même irréalisables, il faut juste les mettre de côté. Étape 4, prioriser les actions les unes par rapport aux autres. Il peut exister plein de critères de priorité à considérer pour hiérarchiser nos actions. Je vais vous en donner 3 exemples assez génériques. D'abord, le rapport entre le résultat espéré et la quantité d'efforts nécessaires. On va naturellement prioriser les actions qui rapportent gros pour un effort moindre. Ensuite, le rapport entre le résultat espéré, toujours, et le risque que l'action implique. Là, c'est le même principe, on priorise les actions qui rapportent gros pour un risque minimal.
Et enfin, notre motivation à mener ces actions, qui nous permet d'avancer plus vite en ayant l'impression de faire un effort moins difficile. Le résultat de tout ça est un plan d'action par ordre de priorité, dont la mise en œuvre ne peut que continuellement améliorer notre situation globale. Ce plan n'est évidemment jamais définitif et il faut le réviser régulièrement, en tenant compte de notre progression et des circonstances qui peuvent l'impacter. Mais dès lors qu'on l'a défini, nous devons nous attacher à le mettre en œuvre le plus rapidement possible, parce que plus nous avançons dans son exécution, mieux on se portera. D'où l'importance d'ailleurs de notre productivité, qu'on va chercher à optimiser. Et ça tombe bien, parce que justement je vais en parler au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce neuvième, voilà c'est ça, épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur l'indestructible pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochains épisodes, et à me faire part de vos questions et de vos remarques dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous, je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment le plus efficace pour aider au développement de la chaîne et je vous en suis toujours très reconnaissant. J'en profite pour vous annoncer le thème de la prochaine vidéo bonus, à paraître en plus des épisodes hebdomadaires. J'y parlerai de la première fois que j'ai défini ma propre stratégie de vie. Ça a été un moment clé de ma vie et un premier pas très important dans ma démarche vers le bonheur. C'est pour ça que je trouve pertinent de vous en faire part, même si c'est vrai que c'est assez personnel. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.